Bien. Alors, on enchaîne donc sur ce qu'on avait vu donc la dernière fois. Donc, on a déjà donc entamé donc cette série donc de séances donc sur les techniques chromatographiques. Donc, on en a vu déjà deux, une relative donc aux généralités donc à un certain nombre de définitions. Donc, et puis donc la dernière séance donc qui était à propos donc des différents types de chromatographie. Alors aujourd'hui, donc, on s'intéressera à ce qu'on appelle les chromatographies instrumentales. Donc, avant donc d'expliquer donc ce que c'est, donc je rappellerai donc très brièvement donc ce qu'on avait vu donc lors de la dernière séance, donc à propos des types de chromatographie. Alors donc les types de chromatographie, donc en fait, se distinguent entre elles par rapport donc en fait au principe donc qui régit la séparation chromatographique. Alors donc on en a distingué un certain nombre de types donc qui correspondent de chacune donc à un phénomène physico-chimique bien déterminé. Donc on a vu donc on peut parler donc de chromatographie d'absorption, de chromatographie de partage, de chromatographie échangeuse d'ions, de chromatographie d'exclusion et de chromatographie d'affinité. Donc 5 types de chromatographie. Donc, chromatographie d'adsorption, donc ce qui va faire que les molécules, donc un mélange de molécules peut se séparer lors d'une opération chromatographique, c'est en fait le fait que ces molécules vont s'absorber différentiellement, c'est-à-dire d'une manière différente les unes des autres, donc sur une phase stationnaire solide. Alors, dans une chromatographie de partage, donc en fait, c'est le phénomène de solubilité donc, qui va faire que ces molécules vont se séparer, c'est-à-dire ils auront une solubilité différente dans la phase stationnaire et dans la phase mobile. Alors, une chromatographie échangeuse d'ions, donc comme son nom l'indique, donc dans ce type de chromatographie, on ne peut séparer que des espèces moléculaires ionisées, c'est-à-dire qui ont une charge ou des charges nettes. Et par conséquent, en fait, les deux phases donc, présentent des interactions ioniques avec ces substances, c'est-à-dire donc en fait donc la phase stationnaire, elle aussi donc doit être obligatoirement en chargée pour qu'ils puissent donc interagir avec des ions et la phase mobile aussi. Alors par rapport à ça, donc ces phases stationnaires dans ce cas-là donc sont dites, on les appelle des résines. Donc et les chromatographies, on va en distinguer deux types, donc des échangeuses de cations et des échangeuses d'anions. Alors, une échangeuse de cations, donc, puisqu'il peut échanger des cations, c'est-à-dire prendre des cations, une phase stationnaire échangeuse de cations, donc il va prendre des cations et relâcher des cations, c'est qu'il est chargé négativement. Et une échangeuse d'anions, à l'inverse, donc c'est une résine chargée positivement. Bien. Alors après cela, donc on a parlé de chromatographie d'exclusion. Donc là, donc le principe, c'est un principe qui va rappeler ce qu'on a vu lors de la filtration. Donc d'ailleurs, on l'appelle filtration sur gel ou perméation sur gel, ou tamis moléculaire tout simplement. Donc ici, donc en fait, ça va séparer donc des espèces moléculaires en fonction de leur taille. Juste une petite considération, donc on fait une remarque, mais une remarque de taille, c'est-à-dire très importante, donc c'est que en fait ce sont les molécules ou les macromolécules les plus grosses, les plus volumineuses qui vont sortir les premiers, donc qui vont être les plus rapidement éluées dans ce système chromatographique. Les petites molécules donc vont être retardées, donc ça on l'a expliqué la dernière fois, donc c'est quelque chose qui est en relation avec la structure du gel. Donc, c'est que les molécules, les petites molécules, vont pénétrer donc, à l'intérieur donc, des polymères qui constituent le gel et par conséquent, ils vont être retardés par rapport aux grosses molécules qui vont donc en fait glisser entre les macromolécules composant le gel. Et par rapport à ça aussi, donc on a défini deux paramètres là aussi, donc qui sont très importants, donc qui sont essentiels donc à connaître. Donc en fait,
ce qu'on appelle donc les limites d'exclusion, une limite d'exclusion inférieure et une limite d'exclusion supérieure. Ce sont en fait donc des poids moléculaires en dessous desquels ou au-delà desquels, donc en fait aucune séparation donc n'est possible par un gel. Donc chaque gel donc sera caractérisé donc par des limites d'exclusion, une limite d'exclusion inférieure et une limite d'exclusion supérieure. Alors, on a fini donc par parler donc de chromatographie d'affinité, où le principe mis en jeu pour séparer des molécules. Donc, c'est un principe donc stéréochimique, c'est-à-dire donc en fait donc c'est une correspondance de forme entre des molécules et des molécules fixées à la phase stationnaire. C'est-à-dire donc ça, donc c'est des choses donc qui doivent vous rappeler donc la relation ou l'interaction enzyme-substrat ou l'interaction anticorps-antigène. Alors l'interaction dans ces deux cas-là donc se fait en fonction de la forme, c'est-à-dire donc de ce qu'on appelle donc le principe de la clé et de la serrure. Donc c'est une clé entre dans une serrure, c'est que sa forme lui permet d'entrer dans une serrure et ça va pas lui permettre d'entrer dans toutes les serrures. Alors, dans cette chromatographie d'affinité, c'est ce principe-là qui est mis en avant, c'est-à-dire des molécules vont se fixer à d'autres molécules qui composent la phase stationnaire, spécifiquement, stéréospécifiquement, c'est-à-dire c'est leur forme qui va leur permettre de se fixer sur ces molécules et par conséquent, ça va permettre de les séparer des autres molécules qui ne se fixent pas sur ces phases stationnaires. Donc voilà très très rapidement, donc vous pouvez revenir donc à la vidéo de la séance passée pour plus d'informations. Alors si je rappelle tout ça, c'est juste pour que vous ne le confondiez pas avec ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler donc de ce qu'on appelle les chromatographies instrumentales. C'est pas des types de chromatographie, donc beaucoup de monde confond ça avec des types de chromatographie, mais ce n'est pas un type chromatographique, donc à proprement dit. Donc, c'est une chromatographie instrumentale, c'est-à-dire c'est un instrument dans lequel donc, on peut avoir n'importe quel type de chromatographie donc, dont on vient de parler. Alors, ces chromatographies instrumentales, donc par exemple, c'est la chromatographie sur colonne, donc vous en avez peut-être vu un petit exemple très simple dans vos travaux pratiques. C'est-à-dire, dans cette chromatographie sur colonne, on peut avoir une chromatographie d'exclusion, une chromatographie de partage, une chromatographie d'absorption ou une chromatographie d'affinité. Donc, on peut avoir n'importe quel type de chromatographie. Alors, autre type de chromatographie instrumentale, donc ce qu'on appelle donc une chromatographie en phase gazeuse ou en CPG, la même chose. La CPG, ce n'est pas un type de chromatographie, donc c'est un instrument de chromatographie dans lequel on peut avoir n'importe quel type de chromatographie dont on vient de parler, donc d'absorption, de partage ou autre. Alors la chromatographie haute performance ou haute pression également, et la chromatographie sur couche mince également. Alors donc ce sont ces types-là dont on va parler aujourd'hui. On va parler essentiellement de chromatographie en phase gazeuse, on va parler donc de chromatographie haute pression et de chromatographie sur couche mince. Alors, si vous vous rappelez donc ce que j'ai évoqué donc là lors de la première séance, donc en fait lors de cette séance-là, donc en fait j'ai déjà parlé donc des différents types de chromatographie, soit instrumentale ou autre, mais pas donc en les nommant, mais juste en spécifiant donc en fait le type de phase stationnaire et le type de phase mobile. Et si vous vous rappelez bien, donc en fait j'ai parlé déjà donc de la chromatographie en phase gazeuse en vous disant que à chaque fois que la phase mobile est un gaz, on parlera de chromatographie en phase gazeuse. Donc la définition de la chromatographie en phase gazeuse, donc c'est une chromatographie où dont la phase mobile est un gaz. Alors, je répète, donc dans cette chromatographie, donc selon le type de partage, selon le type de séparation qu'on a, selon le principe mis en jeu, dans l'ordre de la séparation, on peut avoir une chromatographie d'absorption ou une chromatographie de partage qui resteront toutes les deux où on fait des chromatographies en phase gazeuse.
Alors, en chromatographie en phase gazeuse, donc en fait, je viens de le dire, donc la phase mobile, elle est, elle est gazeuse, donc c'est un gaz. La phase stationnaire, elle, ça peut être un liquide ou un solide. Alors, donc, là aussi, donc, lors de la première séance, donc, je vous ai bien expliqué donc, comment peut-on avoir une phase stationnaire, c'est-à-dire une phase qui ne bouge pas, mais qui est liquide. Alors, donc, c'est juste ce qu'on appelle un greffage, une fixation. Donc, c'est-à-dire, on va fixer des molécules qui sont liquides à la température de séparation, c'est-à-dire, donc, la température de séparation peut varier, mais à la température de séparation, donc, ces molécules sont liquides, mais ils sont fixés à un support hors solide. Alors, pour que vous puissiez donc un peu visualiser donc, comment c'est, donc en fait, rappelez-vous, donc je vous ai parlé donc de l'exemple du tapis. Un tapis, donc en fait, les fibres de laine qui dépassent d'un tapis, donc ce sont les molécules, donc ils bougent, donc c'est liquide. Ils peuvent bouger, donc ils ne sont pas donc fixes comme à l'état solide. Ils peuvent bouger, mais ils ne peuvent pas se déplacer parce qu'en fait, ils sont fixés donc à leur place. Donc, on dit qu'ils sont greffés. Alors maintenant, si vous enroulez un tapis pour en faire un cylindre, vous avez une phase stationnaire liquide, mais qui est fixe. Donc, en fait, les molécules ne peuvent pas glisser, ne peuvent pas partir, ne peuvent pas couler les unes sur les autres parce qu'ils sont fixes à leur place. C'est comme ça qu'on obtient une phase stationnaire liquide. Alors, en chromatographie en phase gazeuse, donc je répète, donc on peut avoir donc soit une phase stationnaire liquide, donc soit une phase stationnaire solide. Mais quelle que soit la nature de la phase stationnaire, la phase mobile est toujours un gaz. Alors maintenant, quels sont les types de gaz, donc quels sont les types de phases mobiles, quels sont les types de phases stationnaires. Alors comment peut-on faire une analyse en CPG? C'est ce qu'on va essayer de voir donc le plus rapidement possible. Donc c'est juste pour avoir donc en fait les notions élémentaires nécessaires donc à nécessaires comme base pour la compréhension donc en fait ultérieure donc de ce que c'est que donc une chromatographie en phase gazeuse. Alors bien sûr aujourd'hui donc ce cours-là donc c'est pas un cours qui va vous rendre spécialiste donc de la chromatographie. Donc là on vous donne les notions vraiment de base pour pouvoir suivre ultérieurement. Donc si jamais, si d'aventure, donc quelques-uns d'entre vous donc poursuivront leurs études dans ce sens. Bien. Alors, je reviens donc à cette chromatographie en phase gazeuse. Donc, la phase mobile est un gaz. Donc, rappelez-vous, donc, les principes de séparation, c'est on veut faire une séparation, c'est que les molécules vont avoir une interaction avec la phase stationnaire et avec la phase mobile. Donc, c'est le principe de base de toute technique de séparation chromatographique. Donc, les molécules doivent avoir une certaine interaction aussi bien avec la phase stationnaire qu'avec la phase mobile. Ici, la phase mobile, c'est un gaz. Donc, quels sont les types de molécules qui peuvent avoir une interaction avec un gaz? Donc, obligatoirement, ça doit être des molécules qui peuvent donc en fait être entraînées, se mélanger à un gaz. Et par conséquent, ce sont des molécules qui elles-mêmes sont à l'état de vapeur. Donc, ça ne peut pas être donc des molécules liquides. Donc, ça ne peut pas être des molécules à l'état solide. Donc, obligatoirement, donc, les molécules, donc, on peut séparer en chromatographie en phase gazeuse. Obligatoirement, ils sont volatiles, ou bien on peut les rendre volatiles en augmentant la température. Donc, voilà, donc, en chromatographie en phase gazeuse, c'est une chromatographie qui se passe le plus souvent à des températures élevées. Alors, à des températures élevées pour pouvoir, en fait, volatiliser donc, les composés que vous voulez séparer. Alors, donc, il y a bien sûr des molécules je dirais pas qu'ils sont pas volatiles, donc toute la matière, donc quelle qu'elle soit, donc peut se présenter sous différentes formes, sous forme gazeuse ou liquide ou solide, mais seulement donc il y a des molécules qui ne peuvent être volatiles qu'à des températures très 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 élevées et par conséquent, donc en fait leur analyse en chromatographie en phase gazeuse elle est impossible. Donc ce genre de molécules en fait on ne peut pas les analyser et en chromatographie en phase gazeuse. Alors bien évidemment, on ne peut analyser que des molécules qu'on peut rendre volatiles.
à des températures raisonnables, c'est-à-dire à des températures qui ne vont pas pouvoir dégrader ces molécules. Et bien sûr, donc, ce n'est pas uniquement ces molécules-là qui devraient ne pas être altérées, détériorées donc, lors de la séparation, mais en fait, toutes les autres, y compris donc, les molécules qui composent la phase stationnaire. Donc, les molécules également dont je viens de parler, qui peuvent être liquides ou solides, donc aussi ne doivent pas être dégradées lors de la séparation. Donc, sinon, donc, en fait, donc, on n'aura pas de séparation tout simplement. Donc, si vous vous mettez à des températures élevées qui ne sont pas supportées par votre phase stationnaire, donc évidemment, donc, vous n'aurez pas d'interaction avec cette phase stationnaire et vous n'aurez même peut-être pas plus de phase stationnaire. Bien, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir donc jusqu'à présent? Donc, on peut retenir que la chromatographie en phase gazeuse, donc c'est une séparation, c'est une technique de séparation chromatographique dont la phase mobile est obligatoirement un gaz. Et deuxièmement, donc c'est une technique chromatographique donc, qui le plus souvent donc, se déroule donc, à des températures relativement élevées, c'est-à-dire supérieures à la température, aux températures ambiantes, donc de l'ordre de 50, 60, 100 degrés, 160 degrés, donc 200 degrés, on peut aller donc, jusqu'à 250 degrés donc, pour certaines séparations, mais pratiquement pas au-delà. Donc, il n'existe pas de séparation chromatographique en phase gazeuse, donc à température supérieure à 250 degrés. Donc, deux éléments jusqu'à présent. Donc, la phase mobile, la nature de la phase mobile qui est un gaz. Deuxièmement, donc, en fait, la température élevée. Alors, ici, donc, dans cette figure, dans cette diapo, donc, vous avez donc un schéma donc simplifié donc, de ce que peut être donc, un chromatographe plutôt, donc c'est-à-dire donc l'appareillage ou l'appareil donc dans lequel donc, va se faire donc cette séparation en chromatographique en phase gazeuse. Donc en fait la phase mobile est un gaz, donc il faut absolument donc avoir ce gaz-là, donc c'est-à-dire une bouteille où il y a le gaz et puis donc ce gaz-là on va l'acheminer, donc on va l'introduire dans une colonne, et c'est dans cette colonne-là donc, où il y a donc, en fait, la phase stationnaire. Et bien sûr, donc, en fait, lors du passage donc, de cette phase mobile, c'est-à-dire de ce gaz-là sur la colonne, donc, vous allez introduire donc, votre échantillon donc, qui contient un mélange de molécules que vous voulez séparer. Et en fonction de l'interaction avec le gaz, c'est-à-dire avec la phase mobile et la phase stationnaire, donc les molécules vont se séparer petit à petit pour à la fin donc, récupérer des molécules séparées. Alors, donc, le principe il reste le même, donc deux particularités. Donc, en fait, la phase mobile, c'est un gaz. Et puis, donc, en fait, cette colonne-là, c'est-à-dire la séparation, va se dérouler à une température élevée. Donc, en fait, cette colonne-là, on va la mettre dans ce qu'on appelle un four, c'est-à-dire donc un compartiment. Ici, dans la figure, vous le voyez. Donc, en fait, cette boîte-là dans laquelle donc, on va mettre donc, la colonne. Donc, on va donc élever sa température. Donc, on va pouvoir en fait élever sa température et régler sa température à la température qui va nous permettre cette séparation. Donc, en fait, vous avez la colonne. Donc, et cette colonne, donc en fait, les colonnes ils vont être de deux types. Alors, donc, j'essaie de voir donc, une figure où j'ai des colonnes. Donc, voilà. Donc, en fait, on peut avoir donc, soit des colonnes capillaires, donc on appelle capillaires, ou des colonnes remplies. Alors, maintenant, donc, en fait, toutes les séparations chromatographiques se font sur ce qu'on appelle des colonnes capillaires. Et si, donc, en fait, si vous ne voyez pas bien, donc, c'est très difficile donc, d'imaginer ce que c'est. Donc, si on ne connaît pas, donc juste à partir de cette photo, en fait, ici, donc c'est un enroulement. Donc, ce que vous voyez comme jaune, donc en fait, c'est un enroulement d'un fil. Ça apparaît comme un fil, donc on a enroulé donc des dizaines de fois, voire même des centaines de fois autour de ce cercle-là. Alors, donc, et par conséquent, c'est un fil très fin, capillaire. Donc, en fait, ça veut dire cheveux. Tout simplement, donc en fait, c'est un tube. Ce n'est pas un fil, mais c'est un tube creux qui peut être en verre ou en acier, donc, et qui est très, très, très fin. Et c'est à l'intérieur de ce tube-là qu'il va y avoir circulation de la phase mobile, c'est-à-dire du gaz. Et la phase stationnaire, elle est greffée
sur la surface de ce tube-là, sur la surface interne de ce tube-là. Alors en fait, les diamètres de ces tubes, c'est moins d'1 millimètre, c'est 0,5 millimètre, c'est 0,25 millimètre. Alors maintenant, donc, je ne sais pas donc, si vous arrivez donc, un peu à visualiser ce que c'est. Donc en fait, c'est un tube très fin, avec des longueurs relativement importantes, donc de l'ordre d'une vingtaine de mètres, peut-être, et ça peut aller jusqu'à une centaine de mètres. Donc en fait, la colonne chromatographique, c'est quelque chose de très lent. Dans ce cas-là, donc je parle dans le cas de la chromatographie en phase gazeuse et dans le cas des colonnes capillaires. Donc c'est quelque chose d'extrêmement, de relativement lent. Et ça peut avoir une longueur de quelques dizaines de mètres, c'est-à-dire 20, 30, 50, 60 et jusqu'à 100 mètres de longueur. Alors, donc en fait, ce tube très fin de la taille d'un cheveu, donc en fait, il est tapissé à l'intérieur par la phase stationnaire. Et à l'intérieur, il circule un gaz qui constitue la phase mobile. Alors, pour visualiser en fait ça, donc en fait, enroulez votre tapis et imaginez, faites-en de votre tapis un cylindre. Imaginez un cylindre comme ça qui a une centaine de mètres ou une cinquantaine de mètres. Et sauf que le diamètre de ce cylindre, donc ce n'est pas le diamètre du cylindre que vous pouvez faire avec votre tapis, mais le diamètre de moins d'1 millimètre. Donc c'est quelque chose de capillaire, donc c'est quelque chose de très fin. Et vous aurez une colonne chromatographique capillaire. Alors ça, ce sont les colonnes capillaires. Et je dis donc en fait, donc maintenant, donc il n'y en a que cela. Donc avant, donc que la technologie ne soit pas suffisamment avancée pour faire des tubes de cette finesse-là, donc aussi fin que ça. Donc on faisait en fait des tubes en acier, donc dont l'épaisseur est de quelques millimètres, c'est-à-dire 2, 3, 4 millimètres. Et ce sont ce qu'on appelle en fait des colonnes remplies. Dans ce cas-là, dans le cas des colonnes remplies, en fait la phase stationnaire elle n'est pas greffée sur les parois, mais on la remplit comme vous avez rempli donc une colonne normale en verre avec une phase stationnaire, c'est-à-dire c'est de la poudre donc qui va constituer la phase stationnaire qu'on va mettre à l'intérieur de ce tube-là. Tout simplement. Donc, deux types de colonnes en chromatographie en phase gazeuse, des colonnes capillaires, donc j'espère que maintenant vous visualisez un peu ce que c'est, et puis des colonnes remplies, donc en fait maintenant, donc, il n'y en a presque plus. Donc, mais donc en fait, ça a été utilisé pendant relativement longtemps. Bien, alors on revient à ce schéma-là, donc vous avez ici, donc ce qui est enroulé là, ce que vous voyez là, donc en fait c'est la colonne que je viens de vous montrer, et c'est ce que vous voyez aussi à l'intérieur de cette boîte, à l'intérieur de ce qu'on appelle le four, dans la machine chromatographique, dans le chromatographe. Bien, alors en fait cette colonne-là, elle est reliée à la bouteille de gaz, donc qui va constituer votre phase mobile. Et puis, donc, je disais, donc, à un certain niveau, donc, vous allez injecter le mélange de substances que vous voulez séparer. Et puis, donc, le gaz va faire en sorte d'entraîner les substances qui vont se répartir au fur et à mesure entre la phase stationnaire et la phase mobile. Et puis, donc, qui finiront par sortir, donc, séparer de votre colonne chromatographique. Alors, ici, donc, on va essayer de voir les trois parties ou les 4 parties, donc comme vous voulez. Donc, on va voir donc ce qui est phase mobile. On l'appelle aussi dans ce cas-là le gaz vecteur. Donc, puisque c'est un gaz, donc en fait, le gaz vecteur dans le contexte d'une chromatographie en phase gazeuse, ça veut dire tout simplement phase mobile. Donc, la phase mobile, c'est un gaz et on l'appelle également gaz vecteur. Alors, on va voir donc tout ce qui est un peu, donc, quelques notions sur le gaz vecteur, quelques notions sur cette partie-là, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle l'injecteur, c'est-à-dire comment l'échantillon est introduit dans la colonne chromatographique. Et bien sûr, donc en fait, à la fin, comme je l'ai expliqué donc, lors des dernières séances, une fois que les molécules sortent de votre colonne, il vous faut bien quelque chose qui vous signale, qui vous indique
qu'il y a une substance qui est sortie, donc c'est ce qu'on appelle un détecteur. Donc, gaz vecteur, colonne, des injecteurs, détecteurs. Donc, c'est ce qui constitue donc, un appareillage chromatographique. Et en fait, donc, cela, donc, en fait, il est presque commun à tous les systèmes chromatographiques, c'est-à-dire une phase mobile, une phase stationnaire, une partie où on va déposer donc, en fait, l'échantillon à séparer, et puis quelque chose qui vous permettra de détecter les molécules à leur sortie de la colonne. Alors, premièrement, le gaz vecteur. Alors, donc, ce gaz vecteur, donc, il doit remplir certaines conditions. Alors, la plus importante, en fait, donc, c'est qu'il ne doit pas être très visqueux, donc, sinon, donc, ça soulève des questions, d'autres problèmes techniques de pression, quelque chose de visqueux pour le faire passer dans une colonne capillaire. Donc, imaginez que ça ne circulera pas facilement dans une colonne capillaire. Donc, en fait, à part donc, ce côté technique, je ne vais pas essayer de vous compliquer en fait beaucoup donc, la compréhension donc, de ces bases-là. Donc, je vais juste parler de la nature des gaz. Alors, il y a une condition essentielle, c'est qu'en fait, ce gaz-là doit être inerte. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement donc, qu'il doit ne pas réagir. Je ne dis pas interagir, mais il ne doit pas réagir, c'est-à-dire entrer en réaction chimique. Il ne doit pas provoquer de réaction chimique. Donc, un gaz, c'est également des molécules. Donc, ne doit pas réagir avec les molécules que vous voulez séparer. Alors, pour que vous puissiez comprendre cela, donc je vous pose la question, est-ce que c'est possible de mettre de l'oxygène comme gaz vecteur, comme phase mobile dans une phase stationnaire? Non, monsieur. Donc voilà, donc, tout le monde comprend qu'en fait que l'oxygène, donc c'est une molécule qui réagit avec d'autres molécules, et donc et ce type de réaction, donc c'est des choses dont on vous a déjà parlé donc depuis le primaire et qu'on appelle l'oxydation. Donc il est hors de question, par exemple, d'utiliser l'oxygène comme gaz vecteur. Donc cet exemple-là, donc si je l'ai choisi, donc c'est juste pour vous expliquer en fait que ce gaz doit être inerte, il ne doit pas présenter de réaction, pouvoir réagir avec les composés que vous voulez séparer. Et en plus de ça, il ne doit pas réagir également avec les molécules de la phase stationnaire. Alors, comme gaz inerte, donc, ce sont en fait ce qu'on appelle les gaz rares ou les gaz nobles. Donc, c'est la 8e colonne du tableau de Mendeleïev. Donc, on va retrouver l'hydrogène, l'hélium, l'argon. Donc, on peut utiliser également l'azote. Donc, l'azote, il n'est pas complètement dans la 8e colonne, mais c'est un gaz relativement stable. Donc, c'est une molécule relativement stable, donc très peu réactive. Donc, voilà, donc on fait les gaz qu'on utilise en chromatographie en phase gazeuse, et vous avez compris pourquoi. Donc, c'est des molécules très stables qui ne réagissent pas, même si vous élevez la température, donc ils ne vont pas réagir. Alors, donc, généralement, on utilise donc de l'hydrogène ou de l'azote. Donc, l'hydrogène, il est moins visqueux que l'azote. D'ailleurs, ici, donc, j'ouvre juste une parenthèse pour dire, donc, en fait, vous avez peut-être l'habitude, ou si vous y réfléchissez un peu, vous allez me dire, donc, en fait, que la viscosité augmente avec la température ou diminue avec la température. Donc, qu'est-ce que vous allez me répondre? La viscosité, est-ce qu'elle augmente avec la température ou elle diminue avec la température? Il diminue. Il diminue avec la température. S'il vous plaît, une personne à la fois, donc il y a beaucoup d'écho. Oui? Il diminue avec la température. Donc voilà, donc en fait, si je vous pose la question là, c'est pour que vous ne fassiez pas l'erreur. Oui, pour tous les liquides, donc en fait, la viscosité diminue avec la température. Donc si vous augmentez la température du miel, donc il va devenir plus fluide. Donc si vous augmentez la température de l'huile, donc il va couler beaucoup plus facilement, donc c'est-à-dire il va devenir moins visqueuse. Oui, pour les liquides, mais pour tout ce qui est gaz, c'est l'inverse. Alors la viscosité d'un gaz, il augmente avec la température.
Alors, donc, voilà, donc ça c'est juste une parenthèse, donc vous pouvez le noter dans un petit coin dans votre tête, vous en aurez peut-être besoin ultérieurement, donc le jour où vous aurez à approfondir vos connaissances en chromatographie en phase gazeuse. Bien, alors, les gaz qu'on appelle des gaz vecteurs en phase mobile, en chromatographie et en phase gazeuse, en fait, ça doit être des gaz inertes, donc qui ne réagissent pas avec les molécules à séparer, donc qui ne réagissent pas avec les molécules qui constituent la phase stationnaire. Généralement, c'est de l'hydrogène, de l'azote, de l'hélium ou de l'argon. Alors, ce qui est le plus utilisé, c'est de l'hydrogène parce que tout simplement, c'est le moins cher. Alors, on préfère aussi donc l'hydrogène à l'azote parce qu'en fait, l'hydrogène, elle est beaucoup plus fluide, moins visqueux que l'azote, surtout à des températures élevées. Bien. Alors, on revient à ce schéma-là. Donc, on fait des colonnes, donc on en a parlé, donc des colonnes capillaires remplies. Alors, je reviens à ce schéma-là. Alors, ici, donc, dans cette bouteille-là, donc, on les bonbonnes de gaz que vous avez chez vous, donc, qui contiennent du butane et qui servent à la cuisson dans vos cuisines. Donc, c'est à peu près la même chose. Vous avez des bouteilles de gaz donc, dans lesquelles donc, vous avez soit de l'hydrogène, soit de l'hélium, soit de l'argon. Et donc, en fait, vous allez faire couler ce gaz dans des tuyaux donc jusqu'à votre colonne chromatographique et vous allez mettre donc en fait le mélange, on parle d'injection, donc vous allez injecter le mélange donc des substances à séparer dans votre colonne. Alors, donc ce mélange, donc généralement vous allez l'injecter donc à l'état liquide, c'est-à-dire c'est une solution que vous allez injecter. C'est quelque chose que vous allez récupérer, par exemple, dans un extrait et que vous allez récupérer dans un solvant. Donc, c'est une solution et que vous allez donc mettre dans votre colonne. Donc, c'est pas des gaz. C'est pas des gaz que vous allez mettre. Vous pouvez aussi analyser des gaz, donc c'est pas un problème. Mais là, donc, c'est juste le plus souvent ce qu'on introduit dans la colonne chromatographique, c'est un liquide. Alors, il faudra se débrouiller pour que ça passe instantanément à l'état de gaz. C'est-à-dire il faudra que toutes vos molécules passent instantanément à l'état de gaz. Alors imaginez donc si vous les mettez, donc, et puis donc, le mélange de molécules que vous voulez séparer, donc en fait donc, ils ne passent pas toutes en phase gazeuse en même temps, c'est-à-dire il y en a qui sont volatiles rapidement et puis on va attendre 5 minutes et puis donc d'autres se volatiliseront et ainsi de suite. Alors donc en fait vous allez obtenir une séparation mais pas une séparation chromatographique, donc en fait vous avez obtenu une séparation qui est due donc au temps de volatilisation. Donc en fait ça c'est une autre méthode de séparation qu'on n'a pas vue dans ce cours-là du tout, donc c'est ce qu'on appelle la distillation en différentiel. Donc c'est une distillation dans laquelle donc qui nous permet donc de séparer des molécules. Donc ça on l'a pas vu du tout dans ce cours-là. Alors donc vous avez peut-être compris donc qu'il faut une volatilisation instantanée des molécules. Donc comment on peut-on obtenir ça? C'est en fait qu'il faudra introduire ces molécules-là qui sont en solution, dans un solvant, dans votre dispositif chromatographique, et immédiatement, vous allez les introduire dans un compartiment dont la température elle est extrêmement élevée. Quand je dis extrêmement élevée, donc c'est-à-dire qu'il dépasse de beaucoup la température de volatilisation de toutes les molécules que vous avez dans le mélange. C'est-à-dire, donc, en fait, si vous avez des molécules qui vont se volatiliser à 100 degrés et d'autres qui vont se volatiliser à 150 et d'autres qui vont se volatiliser à 180, en fait, il faudra injecter ce mélange de molécules à des températures supérieures à 180. Donc, il faudra tout ça que vous l'injectiez donc, dans un compartiment qui a une température de 200 degrés, par exemple. Alors, si vous l'injectez à 200 degrés, donc vous êtes sûr que tout ce que vous avez dans votre mélange se volatilisera instantanément et en même temps. Et c'est comme ça, donc, en fait, qu'il continuera, donc, en fait, sa course
et sa séparation à l'intérieur de la colonne, donc jusqu'à la sortie, donc jusqu'à pouvoir donc récupérer des molécules pures séparées donc à la sortie de votre colonne. Donc en fait cette partie de l'appareil c'est ce qu'on appelle l'injecteur. Alors donc vous avez ici un injecteur, un dispositif qu'on appelle injecteur, et c'est un dispositif donc en fait qui est maintenu à une température élevée, dépassant la température de volatilisation de toutes les molécules, donc en fait de 40 jusqu'à 50 degrés. C'est-à-dire c'est la molécule la moins volatile dans votre mélange va se volatiliser à 200 degrés, la température de l'injecteur donc, va se situer à une température supérieure à cette température, donc de moins 30 degrés à 50 degrés, c'est-à-dire votre injecteur, il faudra le mettre à 230 ou à 250 degrés. Bien, alors après donc, cette volatilisation, donc en fait les molécules sont entraînées par le gaz vecteur et ils vont commencer à interagir avec la phase stationnaire d'une manière différentielle, donc en fait jusqu'à la séparation, quand on a expliqué dans le cas de toutes les chromatographies, donc c'est le principe général des chromatographies. Alors je reviens à cet exemple de tapis. Alors vous avez enroulé votre tapis, donc vous en avez fait une colonne chromatographique, donc vous avez amené des molécules qui sont solubles dans l'eau, donc vous les avez évaporées instantanément à l'entrée de votre cylindre de tapis. Et après, donc en fait, le gaz vecteur va les introduire donc, dans votre cylindre de tapis et ils vont commencer à se solubiliser ou à s'absorber d'une manière différentielle, c'est-à-dire chaque molécule selon ses caractéristiques et selon son affinité vis-à-vis de la phase stationnaire et de la phase mobile. Donc, et c'est comme ça que ça va se faire la séparation. Alors, je ne sais pas, donc en fait, si vous arrivez à visualiser ça, donc si vous avez une difficulté, je peux encore recommencer ou réessayer donc à vous décrire donc ce phénomène. C'est bon, donc je continue ou pas? Bien. Alors, je continue, donc c'est assez... C'est-à-dire, je veux dire, donc c'est pas du tout encourageant donc de ne pas avoir d'interaction, donc mais bon. Donc je vais essayer donc de continuer. Alors donc ici donc c'est juste un schéma d'injecteur. Ce que vous avez là donc c'est justement donc cette partie là donc qu'on appelle injecteur. Donc, vous avez donc ici donc la colonne qui est introduite dans l'injecteur et puis donc vous avez donc à l'aide d'une seringue, donc vous allez introduire donc le mélange que vous allez séparer à l'intérieur donc de cet injecteur que j'ai dit donc tout à l'heure, donc qui va être maintenu à une température capable donc en fait de faire volatiliser donc toutes les molécules dans votre mélange instantanément. Alors donc deux types d'injecteurs donc là aussi donc ce qu'on appelle des injecteurs split ou splitless. Donc split en anglais ça veut dire diviseur tout simplement, donc en français aussi donc ça se dit comme ça, donc des injecteurs diviseurs et des injecteurs non diviseurs. Alors, bon, si vous avez envie de retenir un peu donc, à quoi ça correspond, un injecteur diviseur, c'est tout simplement un injecteur qui va diviser donc, en fait, ce que vous avez injecté là-dedans et il va le diviser de telle manière qu'une petite partie va partir dans la colonne et la majeure partie, donc il va être juste éliminé. Alors, un injecteur non diviseur, c'est-à-dire tout ce que vous injectez, tout ce que vous avez dans votre seringue, il va partir dans la colonne. Donc, en fait, ça, c'est un petit détail. Donc, pour ceux qui ont envie d'en apprendre un peu plus, donc deux types d'injecteurs, un injecteur split et un injecteur splitless.
Bien. Alors, les colonnes, on en a parlé, donc des colonnes capillaires, donc je vous ai expliqué ce que c'est, donc il y a des colonnes remplies également, donc en fait c'est des variantes de colonnes, mais actuellement, donc on utilise surtout des colonnes capillaires. Alors donc la phase stationnaire, donc en fait je vous ai dit donc il est souvent liquide dans le cas des colonnes capillaires. Donc, c'est souvent une phase stationnaire liquide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les molécules sont des liquides à la température de la séparation. Et comment sont-elles liquides et ils ne se déplacent pas? C'est qu'elles sont greffées, c'est qu'ils sont fixés sur le support de la colonne. Alors, là, donc, en fait, il y a différentes molécules donc, qui peuvent être greffées, donc, mais généralement, donc, en fait, on greffe des hydrocarbures, c'est-à-dire des chaînes hydrocarbonées sur le support et qui sont plus ou moins polaires, dans lesquelles on va introduire une certaine polarité ou pas du tout, c'est-à-dire donc des chaînes hydrocarbonées complètement apolaires ou des chaînes hydrocarbonées avec un certain degré de polarité. Donc c'est ce qui est donc schématisé donc ou expliqué dans ce tableau-là. Donc et on arrive rapidement au niveau du détecteur. Alors au niveau le détecteur, donc il a quelle fonction? Donc en fait c'est juste pour vous alerter, pour vous dire tiens il y a quelque chose qui sort de la colonne, parce qu'en fait donc si vous imaginez ça, vous injectez un mélange de molécules dans votre CPG, donc en fait vous faites marcher donc tout ça donc de telle manière que votre gaz, que votre phase mobile ou votre gaz vecteur puisse donc entraîner les molécules d'une manière différentielle en interagissant avec la phase stationnaire. Et après, donc, à la fin, donc, il y a quelque chose qui va sortir de votre colonne, mais comment vous le saurez, comment vous allez faire pour pouvoir donc, se rendre compte qu'il y a une molécule qui est sortie. Donc, en fait, vous n'en avez pas la capacité avec vos 5 sens, c'est-à-dire donc ça d'une manière générale, donc vous ne pouvez pas le deviner. Donc en fait, s'il s'agit de molécules qui ont une odeur, généralement donc vous pouvez les sentir. Donc et ça c'est d'une utilité. Donc en fait, c'est un genre de détection. C'est une détection d'ailleurs qui est pratiquée en CPG, mais pour la séparation de molécules odorantes, c'est-à-dire d'arômes ou de parfums. C'est-à-dire dans les analyses de parfum, donc en fait, on met le nez carrément. Vous mettez votre nez à la sortie d'une colonne pour se rendre compte ou pour décrire, donc en fait, quelle molécule, donc en fait, il est sortie ou pas. Donc ça se fait, je dis que ça se fait, mais généralement, donc en fait, donc toutes les espèces chimiques moléculaires que vous pouvez séparer. Donc c'est pas comme ça que ça se passe. Donc en fait, vous avez besoin d'appareils. Donc, qui fera donc office de détecteur. Alors, en fait, ici, donc, on peut distinguer deux sortes de détecteurs. Donc, on fait des détecteurs qu'on appelle universels et des détecteurs spécifiques. Alors, un détecteur universel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement donc, que c'est un détecteur qui est capable de détecter n'importe quelle molécule qui sort de votre colonne chromatographique. Alors, un détecteur spécifique, c'est un détecteur qui ne sera capable que de détecter certaines molécules, donc tout simplement. Alors, ça dépend du principe de détection. Alors, la même chose dans ces détecteurs, on peut également donc, les subdiviser en deux types autres, donc des détecteurs destructeurs et des détecteurs non destructeurs. C'est-à-dire un détecteur destructeur, c'est-à-dire une fois que la molécule sort, donc en fait, il est détruit d'une manière ou d'une autre, et c'est cette destruction qui va permettre en fait sa détection. Et un détecteur non destructeur, c'est un détecteur dans lequel passera la molécule, elle sera détectée, mais il restera intact. Donc, en fait, il y a différentes configurations. Donc, un détecteur
destructeur, donc ça détectera la molécule, mais il sera détruit, donc vous n'avez plus la possibilité de la récupérer, donc vous allez savoir que, tiens, donc vous l'avez séparée, elle est sortie, et peut-être même vous aurez une idée sur sa concentration, mais vous ne pouvez pas plus la récupérer, donc vous ne pouvez plus rien faire, donc contrairement à un détecteur non destructeur, c'est-à-dire la molécule va sortir, elle va être détectée, mais vous pouvez encore donc la récupérer, donc si vous en avez envie de travailler dessus par la suite. Alors ici, donc, je vais expliquer donc, juste un seul type de détecteur, donc il y en a tellement, donc et je vais mettre l'accent donc, sur juste un seul type de détecteur universel destructeur, tout simplement parce que c'est le plus utilisé. C'est ce qu'on appelle le FID, donc un détecteur à ionisation de flamme. Ici, c'est en anglais FID, Flame Ionization Detector. Alors maintenant, donc, dans ce détecteur, en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, je vais essayer donc, de vous schématiser ça. Alors, je vais passer sur... Alors, je vais arrêter cette présentation pour partir sur la caméra de mon téléphone. Voilà. Alors, ça arrive. Oui, monsieur. Et vous y êtes. Donc, voilà. Donc, je disais qu'on était en train de parler de détecteurs. Alors, un détecteur, donc, en fait, c'est un appareil. Donc, c'est n'importe quel appareil donc, qui vous permettra, donc, en fait, de se rendre compte de la sortie d'une substance chimique. C'est bon? Alors, en fait, tous les appareils, donc ce dont on a parlé, donc en spectroscopie, donc soit UV, soit visible, donc soit infrarouge, donc ça peut être également des détecteurs. Donc, c'est quelque chose qui vous signalera donc la sortie donc d'une molécule. C'est bon? Alors ici, donc on va parler donc du FID. Donc c'est un détecteur à ionisation de flamme. Alors, c'est un détecteur destructeur, mais universel. Alors, le principe, c'est quoi? C'est que vous avez une flamme et votre colonne, la sortie de votre colonne, donc il est juste au-dessus de la flamme. C'est-à-dire tout ce qui sort de votre colonne, il va être brûlé par cette flamme. Alors, brûler des molécules organiques, donc ça formera des ions. Donc, de la matière organique brûlée, donc dans un état de combustion, donc eux forment des ions. Alors, et c'est là le principe, c'est-à-dire ici, vous aurez à chaque sortie de quelque chose, vous aurez des ions. Alors, ces ions-là, ils vont se disperser entre deux électrodes, tout simplement. Entre deux électrodes. Alors, puisque vous avez ici donc un nuage d'ions, ceci, à chaque fois qu'il y a un nuage d'ions, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une molécule organique qui est brûlée par la flamme, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une molécule organique qui va sortir de votre colonne, donc il sera brûlé par la flamme, il y aura formation d'ions, et il y aura ce nuage d'ions qui va permettre le passage du courant électrique entre les deux électrodes, et vous aurez un signalement d'un courant électrique donc, qui passe entre les deux électrodes. Donc ça, c'est le signal qu'il y a quelque chose qui est sorti. Alors, votre molécule a été brûlée, a été détruite, mais vous l'avez détectée. Alors, ce genre de détecteur, c'est ce qu'on appelle le détecteur à ionisation de flamme. Ça permet de détecter n'importe quel type de molécule organique.
Donc, quelle que soit la molécule organique, donc eux, ça peut donner un signal électrique dans ces conditions-là. C'est pourquoi on l'appelle universel, mais destructeur. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Donc, Oui, donc ça, c'est le détecteur le plus utilisé dans une analyse, dans les analyses chromatographiques en phase gazeuse. C'est bon? Bien. Oui. Alors, donc, on a parlé donc, des colonnes en chromatographie en phase gazeuse, on a parlé donc, de l'injecteur, on a parlé du détecteur. Alors maintenant, donc, on va parler d'autres choses. Donc, en fait, ce signal électrique-là, on va le relier donc à un amplificateur, peu importe. Donc, on va le relier en fait à un enregistreur. Alors, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez un signal de base, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a rien qui passe. Et puis, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort, il y a le signal électrique qui augmente d'intensité, et puis la concentration ou la quantité des molécules vont commencer à diminuer, donc qui sort va diminuer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et on continue. Et à un certain moment, il y a quelque chose d'autre qui sort de la même manière. Et après, vous aurez quelque chose d'autre, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dessine. oui, monsieur. Donc voilà, Oui, monsieur. vous aurez un enregistrement de cette sorte-là. C'est ce qu'on appelle un chromatogramme. Alors ici, vous avez des pics, ce qu'on appelle des pics chromatographiques. Et en fait, chaque pic, si vous avez une bonne séparation, chaque pic va correspondre à une substance. Et dans cet axe-là, bien sûr, c'est le temps. C'est en fonction du temps, vous aurez donc quelque chose qui sort et puis après, donc autre chose et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un chromatogramme, donc des pics chromatographiques. Donc en fait, et pour quantifier la substance, en fait, la surface de votre pic, il est proportionnel à la concentration. La surface ou l'air, donc il est proportionnel à la concentration. Alors, pour avoir la surface de ce pic-là, généralement, on considère que c'est des triangles. On considère que c'est des triangles et on fait calculer la surface d'un triangle. Je suppose que vous savez faire. Oui ou non? Non? Si vous ne savez pas, donc vous faites retourner donc à vos cahiers de primaire ou de collège, non mais surtout au primaire, donc et vous allez savoir comment donc on calcule la surface des pics. Alors donc en fait, je dis que la surface des pics, elle est proportionnelle à la concentration, c'est-à-dire le pic qui a la plus grande surface, ça signifie tout simplement que c'est la substance qui est la plus présente dans votre mélange. Alors maintenant, donc après, donc il y a pour la quantification. Donc ça c'est l'enregistrement, donc on en a parlé. Et puis donc après, donc il y a ce qu'on appelle la quantification. Alors pour la quantification, en fait, il y a deux manières. Donc il y a soit une quantification relative, soit une quantification absolue. Alors, relative, ça veut dire quoi? Alors, relative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous allez réunir les surfaces de tous vos pics, surface 1, plus surface 2, plus la surface 3, plus la surface 4, plus la surface 5. Ça vous donnera la surface totale. Et puis, vous allez calculer
le pourcentage de la surface 1. Et vous allez dire que la surface 1, c'est 40%, ça c'est 10%, ça c'est 10%, et ça c'est 5%. Alors 25, ici 65, et ici ça vous fera 35%. D'accord, pour que vous ayez 100%. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une quantification relative. C'est-à-dire, en fin de compte, vous allez dire que le pic 1, c'est-à-dire une certaine substance qui est la première sortie, il représente 40% de votre mélange. La substance 2, c'est 10%, 3, c'est 35%, et ainsi de suite. Donc, vous avez quantifié des substances les unes par rapport aux autres. C'est pourquoi on l'appelle relative. Alors ici, donc, cette quantification, cette manière de faire ne vous permet pas de dire combien de ces 40%, c'est combien en fait. Est-ce que c'est 1 gramme? Est-ce que c'est 1 tonne? Est-ce que c'est 1 kilo? Est-ce que c'est 1 microgramme? On n'en sait rien. Mais ce que vous savez que votre mélange, il est constitué à 40% de ça, de 10% de ça, et ainsi de suite. Donc, ça a son utilité. Donc, ça vous permet, donc, en fait, d'avoir une composition relative. Donc, certains constituants ont par rapport aux autres. Mais ça ne vous dit pas combien de votre substance vous avez. Alors maintenant, pour avoir ce qu'on appelle une quantification absolue, donc en fait, on introduit, donc c'est une autre manière de faire, mais j'espère que vous allez le comprendre facilement, c'est qu'en fait, on va introduire ce qu'on appelle un étalon interne. C'est-à-dire une substance. Alors rappelez-vous donc qu'est-ce que vous avez injecté dans votre appareil? Qu'est-ce que vous avez mis dans votre appareil? Vous avez mis un mélange de substances que vous voulez séparer et que vous voulez quantifier. Alors, vous les avez séparées, ici. Vous avez différents pics, c'est-à-dire, et chaque pic correspond à une substance. Et vous pouvez déjà les quantifier les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire avoir une quantification relative, dire combien donc la substance 1 représente par rapport à la substance 2 et ainsi de suite. Alors maintenant, donc, je reviens à cette étape de l'injection au tout début. Alors vous avez votre solution dans votre tube, ici. Et à partir de ça, vous allez prendre un échantillon que vous allez injecter dans votre appareil pour avoir ceci. Alors maintenant, pour avoir une quantification absolue, il aurait fallu, c'est-à-dire il fallait qu'avant votre injection, que vous ajoutiez donc un étalon interne ici, c'est-à-dire une substance connue. Vous allez ajouter ce qu'on appelle un étalon interne, c'est-à-dire une substance connue dans votre mélange. Votre mélange, il est inconnu, mais vous allez prendre une substance que vous connaissez, de la même nature que ce que vous séparez, c'est-à-dire si vous séparez des sucres, donc il faut que ce soit un sucre. Si vous séparez des lipides, il faudra que ce soit un lipide, etc. Donc il faudra que ce soit de la même famille biochimique que ce que vous séparez. Alors, et supposons ici que vous séparez, par exemple, des acides gras. Alors, et là, donc, je suppose que vous connaissez ce que c'est des acides gras. Et je ne vais pas vous demander ce que c'est parce que, pour m'épargner la surprise, que vous ne connaissez pas ce que c'est. Bien, alors supposons que ce que vous séparez, c'est des acides gras. Alors maintenant, donc, il faudra rajouter un acide gras comme étalon interne, c'est-à-dire une molécule de la même famille biochimique que ce que vous séparez. Sauf que cette molécule ne doit pas être présente dans votre mélange. Il ne doit pas être présent dans votre mélange. Alors maintenant, supposons que ce que vous avez obtenu,
ici, c'est les chromatogrammes de la séparation de ces acides gras. Avant que vous, dans la première fois, donc sans ajout d'étalon interne. Alors maintenant, quand vous allez ajouter un autre acide gras, mais qui n'est pas présent dans votre mélange, vous allez avoir un autre pic. Donc ça, c'est votre étalon interne. Ça, vous le savez, c'est vous qui l'avez ajouté. D'accord? Et puisque c'est vous qui l'avez ajouté, vous connaissez aussi la concentration avec laquelle il est présent dans votre mélange, parce que c'est vous qui l'avez ajouté. Vous avez ajouté 1 microgramme, par exemple. Donc, vous savez que cette quantité, ce composé, il est présent dans votre solution à 1 microgramme par ml, par exemple, ou par 100 ml, peu importe, à une certaine concentration. C'est vous qui faites cette manipulation, donc vous savez ce que vous faites, vous connaissez les quantités que vous avez ajoutées. Alors, dans ce cas de figure, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez un chromatogramme avec un pic que vous connaissez. Et avec un pic dont vous connaissez également la concentration. Alors là, ça devient facile. Alors, cet étalon interne, il aura une surface de l'étalon interne. D'accord? C'est bon? Alors, c'est ce qu'on appelle un étalon interne, c'est-à-dire cette substance externe à votre mélange que vous avez ajouté à une concentration déterminée dans votre mélange. Donc, il aura, après séparation, une surface. Son pic, donc, aura une surface. Et vous n'avez qu'à associer cette surface à la concentration que vous avez utilisée, c'est-à-dire donc 1 microgramme par 100 ml, par exemple. Et de la même manière, vous allez calculer par une règle de 3 toute simple. Vous dites que c'est cette surface-là, si cette surface-là correspond à 1 microgramme par ml, la surface de la substance 1, il va correspondre à combien? Donc la surface de la substance 1, il va correspondre à X microgrammes. La surface de la substance 2, donc il va correspondre à Y microgrammes par ml, etc. Et vous calculez. Et vous aurez dans ce cas-là une quantification absolue. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Très bien. Alors, si c'est clair, donc c'est parfait. Donc, c'est comme ça. Donc, il reste quelques éclaircissements donc, et quelques détails après donc, concernant ces étalons internes. Donc, mais bon, donc, j'entre pas beaucoup plus que ça en détail. Donc, vous avez compris donc, comment on obtient un chromatogramme, à quoi ça correspondent ces pics-là, pourquoi on obtient ces pics-là. C'est le signal électrique en fait qui correspond à la sortie d'une substance qui va augmenter, diminuer jusqu'à ce qu'il y en ait plus de substance qui sort. Et après, une deuxième substance donc, va suivre, une troisième, une quatrième, etc. Et c'est comme ça que vous auriez séparé en fait le mélange de substances que vous avez dans votre mélange initial. Bien. Alors après, donc, vous pouvez donc calculer donc, le pourcentage relatif donc, de chaque substance, donc en vous référant aux surfaces tout simplement. Et puis, donc, ou bien vous pouvez calculer donc, en fait, les quantités ou les concentrations de vos substances, mais dans ce cas-là, il vous faut ce qu'on appelle un étalon interne. Un étalon interne, c'est une substance externe à votre mélange, c'est-à-dire qui n'est pas présente dans votre mélange, mais qui est la même, qui ressemble à ce que vous voulez séparer de la même famille biochimique que ce que vous voulez séparer. Et ça vous permet, en fait, de quantifier. Alors maintenant, à quel moment faut-il ajouter donc, cet étalon interne? Donc, en fait, est-ce qu'il faut l'ajouter avant extraction? C'est-à-dire, si vous voulez extraire quelque chose d'un tissu ou d'un échantillon quelconque,
Et puis, donc, cet étalon interne, vous allez l'ajouter au moment de l'extraction. Donc, il va être présent lors de l'extraction, lors de la purification, lors des séparations préliminaires jusqu'à la préparation de ce que vous voulez analyser dans chromatographie. Ou est-ce qu'il faut l'ajouter à l'étape finale? Donc, en fait, chacune a un sens, mais il faut comprendre ce que vous faites. Donc, ça, peut-être, j'y reviendrai. Donc, si vous me le rappelez, donc, je vais y revenir ultérieurement. D'ailleurs, donc, je vous le dis, donc, le cours, il est presque terminé. Donc, il reste peut-être 2 séances. Donc, on essaiera de les avoir la semaine prochaine. La semaine d'après, donc, c'est des semaines de vacances. Et après, donc, en fait, tout le mois de février, donc, et peut-être même à partir de la semaine de vacances, je vais organiser, donc, en fait, des séances de révision. Donc, je vais vous poster, donc, un programme de révision, donc, qui va comprendre, donc, en fait, tous les chapitres qu'on a vus. Alors, donc, ça, je le fais pour ceux qui en ont envie, pour ceux qui veulent, qui ont une volonté d'étudier. Ils sont très, très peu, donc c'est très, très peu malheureusement. Donc la majorité d'entre vous, donc en présentiel, donc je m'aperçois qu'ils n'ont rien vu, qu'ils n'ont rien foutu pendant deux mois. Alors cela, j'y peux rien pour vous. Pour cela, j'y peux rien pour vous, sincèrement. Donc je pense que j'ai fait donc tout ce que je peux. Donc qu'est-ce que je peux faire de plus? Rien, rien. Donc, je pense que je peux rien faire de plus pour que vous puissiez donc suivre, comprendre et avoir en fait, en fin de compte, de bonnes notes dans ce module. Bien, mais toujours est-il donc je reste toujours à la disposition de tout le monde pour plus d'explications, mais je m'aperçois donc en fait que la majorité d'entre vous, donc il me semble en tout cas que la majorité d'entre vous ne sont même pas intéressés. Bon, alors ça c'est autre chose. Bien, alors on a fini donc avec cette technique chromatographique en phase gazeuse. Donc, cette chromatographie en phase gazeuse. Donc, en fait, toute cette partie-là, donc à partir de l'enregistrement, donc en fait, et de la quantification, donc en fait, c'est quelque chose qui est commun à toutes les techniques chromatographiques. Quelles soient les techniques chromatographiques, maintenant, ça se passe comme ça. Alors, en fait, j'ai oublié quand même quelque chose, donc je n'ai pas fini. Alors, parce qu'il reste une autre étape. En fait, vous avez ici des pics, mais vous ne savez pas à quoi ils correspondent. Quelle est cette substance, etc. Donc, en fait, il reste ce qu'on appelle l'identification. Comment peut-on savoir de quelle substance il s'agit? On sait que là, donc en fait, ce genre de détecteur, il vous donne tout simplement, donc en fait, qu'il y a une substance qui est sortie, elle est là, une deuxième qui est sortie, elle est là, etc. Mais c'est quoi? On ne sait pas. Alors maintenant, comment faire pour savoir? Alors cette étape-là, c'est ce qu'on appelle l'identification, c'est-à-dire identifier à quoi ça correspond chaque pic chromatographique. Alors comment on fait? Alors maintenant, donc, soit ce qu'on sépare est connu, c'est-à-dire, je reviens à cet exemple-là, c'est-à-dire vous séparez des acides gras, vous savez que ce sont des acides gras. Donc, les acides gras sont connus, donc vous les séparez d'un échantillon, par exemple du sang, du lait, d'une plante, peu importe. Vous n'allez pas, donc ici, donc ce que vous séparez, il est déjà connu, donc ce n'est pas vous donc, qui allez déterminer donc, des substances nouvelles, mais vous voulez savoir à quelle concentration, à quelle quantité ils sont présents dans le sang, dans le lait, dans un tissu de plante. Alors, ce sont des substances qui sont connues, mais dans votre analyse, vous avez aucune idée sur ce que c'est que ce composé, ou celui-là, ou un autre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la même chose qu'on a fait pour l'étalon interne. Sauf que c'est des étalons externes cette fois-ci. Ou on appelle également des standards. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez amener des substances pures, des acides gras purs, acides gras,
1, acide gras 2, vous allez les acheter, donc ça se vend, et ainsi de suite. Et vous allez injecter ces acides gras d'une manière séparée, dans les mêmes conditions de la séparation que vous avez faite. Et vous allez injecter le premier, juste un seul. Vous savez que ce que vous injectez, c'est une seule molécule. Donc, et vous allez avoir un chromatogramme où vous aurez un pic, puisque vous avez injecté une molécule. Et puis, vous allez comparer le temps de rétention, ce qu'on appelle le temps de rétention, c'est-à-dire le temps qu'il a fallu pour que cette substance sorte de votre colonne. Je répète que les conditions de séparation doivent être les mêmes, que ce soit lorsque vous injectez des standards ou lorsque vous avez fait la séparation de votre mélange inconnu. Alors, vous allez récupérer et vous allez comparer ce qu'on appelle les temps de rétention, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que votre substance sorte de votre colonne. Vous allez comparer celui-là à ce que vous avez dans votre mélange et vous allez dire que la S3, ce que vous avez ici comme S3, la substance 3, c'est l'acide gras numéro 1. Et votre acide gras numéro 1, c'est par exemple l'acide myristique. C'est-à-dire que vous allez dire que le pic numéro 3 correspond à l'acide myristique. Et vous allez faire ça avec différents étalons. Et ça vous permettra d'identifier les différents pics. Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode avec des standards, c'est-à-dire des substances pures que vous allez injecter dans les mêmes conditions et qui vont vous permettre de se caler par rapport à ce que vous avez dans votre mélange. C'est-à-dire de repérer à quoi ça correspond dans votre mélange. C'est la méthode des standards. Alors maintenant, supposons que vous avez de nouvelles substances, des substances inconnues. Alors maintenant, si c'est inconnu, vous ne savez pas déjà, vous n'avez aucune idée de ce que vous séparez. Ou dans un mélange donné, donc vous avez pu identifier donc, le pic 1, le pic 2, le pic 5, le pic 7, etc. Mais le pic 4 et le pic 3, vous n'avez pas pu les identifier, vous avez injecté tous les standards dont vous disposez et vous avez deux pics qui ne correspondent à rien dans tout ce que vous avez essayé. Alors maintenant, il faudra quand même déterminer ce que c'est. Alors maintenant, donc là, on part sur des méthodes chimiques de détermination des molécules. Donc, en fait, ça peut être des rayons X. Donc, ça peut être de la spectroscopie de masse. On n'en a pas vu donc, dans nos cours. Ça peut être d'autres méthodes qui vont vous donner une idée sur ce que c'est comme molécule. Alors, la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle la spectroscopie de masse. Alors, donc, je ne sais pas donc, si vous avez donc, l'occasion d'avoir un peu une idée donc, de son principe, mais sachez que dans le cas de substances inconnues, alors tout ce qu'on vient de faire ici, donc en fait, ça ne vous permettra pas d'identifier cette substance. Cette substance, elle sera identifiée par d'autres méthodes physico-chimiques autres que ce qu'on a vu. Donc, c'est en l'occurrence la plus utilisée, c'est la spectroscopie de masse. C'est bon. Alors, en fait, il y a une étape de séparation, il y a une étape de quantification relative ou absolue, et puis il y a une étape d'identification, c'est-à-dire, en fait, dire à quoi ça correspond ces substances. Donc, quantification, donc, en fait, identification, c'est généralement par des étalons externes ou des standards. Donc, une quantification absolue, donc, c'est par des étalons internes. Une quantification relative, donc, c'est une comparaison, donc, en fait, des surfaces des différents pics. Donc, voilà, donc, pour résumer, donc, ce qu'on a vu pour l'instant. Alors, maintenant, donc, toutes ces étapes-là, je disais, donc, c'est des étapes communes à n'importe quelle technique chromatographique. Dans n'importe quelle technique chromatographique maintenant, donc vous aurez des pics chromatographiques, donc vous aurez des chromatogrammes, vous aurez des pics chromatographiques, donc vous pouvez utiliser des étalons internes ou des étalons externes pour l'identification, la quantification de ce que vous avez séparé. Alors ça me permettra d'aller plus vite, donc pour finir donc, cette séance, donc en parlant donc alors, donc, j'ai perdu. Donc, voilà.
Alors, voilà, donc je reviens sur mes diaporamas. Alors, donc, je vais passer très rapidement sur les deux autres techniques parce qu'en fait, il y a un ensemble de choses que j'ai traitées là en détail, donc qui vont revenir dans ces techniques-là. Alors, donc, premièrement, donc, je vais vous expliquer le plus simplement possible donc, ce qu'on appelle une chromatographie haute performance. Donc, c'est une chromatographie liquide-liquide, c'est-à-dire la phase stationnaire peut être liquide et la phase mobile peut être liquide. Alors, donc, haute performance, ça se dit également haute pression. Alors ici, la phase mobile, c'est plus un gaz, donc c'est un solvant liquide. Donc, c'est des séparations qui se déroulent à des températures relativement basses, donc qui ne dépassent pas souvent 40 degrés. Donc, c'est des températures ambiantes jusqu'à 40-45 degrés maximum. Et la phase mobile, c'est un solvant ou c'est un mélange de solvants. Alors, pourquoi il est dit haute performance ou haute pression? Alors, pour la simple raison qu'en fait que dans les colonnes utilisées, donc en fait, il y a tellement de phases stationnaires en fait que la phase mobile ne peut pas s'écouler à pression atmosphérique. C'est-à-dire, si vous versez donc, ce solvant dans ces colonnes-là, donc il ne va pas pouvoir pénétrer dans la phase stationnaire. Pourquoi il ne peut pas pénétrer dans la phase stationnaire? Parce que la phase stationnaire elle-même, il est impacté dans ces colonnes sous pression. C'est-à-dire, prenez un tube d'acier, prenez un tube en acier, mettez dedans une poudre que vous allez considérer comme étant votre phase stationnaire. Alors maintenant, donc, si vous mettez cette poudre-là, vous versez donc, de l'eau, par exemple, ou un solvant dedans, il va s'écouler. Alors, mais si vous compactez cette poudre-là, c'est-à-dire si vous introduisez donc, cette poudre-là avec de la pression dans ce tube d'acier, ça vous permettra tout d'abord de mettre beaucoup de poudre. C'est-à-dire à chaque fois que vous en mettez un peu, donc vous allez appuyer dessus avec de fortes pressions et ainsi de suite. Ça vous permettra de mettre énormément de phases stationnaires dans ce tube d'acier. Mais le résultat, c'est quoi? C'est qu'en fait, votre phase stationnaire, elle va devenir aussi massive, aussi compactée qu'un mur. Donc, ça va être du béton. Parce qu'en fait, c'est compacté sous très haute pression. Et par conséquent, si la phase stationnaire elle est comme ça, comment faire pour qu'une phase mobile s'écoule à travers? Donc, vous voyez donc en fait que la phase mobile ne peut plus s'écouler et à travers à pression atmosphérique. Donc, il faut également introduire la phase mobile dans ce système-là sous haute pression. Alors, donc, vous voyez donc en fait que dans ce cas de figure, donc, ça permet de mettre beaucoup de phases stationnaires, mais si on met beaucoup de phases stationnaires, c'est que ça va nous permettre de faire des séparations très fines, c'est-à-dire même des molécules qui se ressemblent, même des isomères, donc on peut les séparer par ce genre de chromatographie. Parce qu'en fait, il y en a tellement de phases stationnaires qu'en fait, le chemin, l'interaction, il va avoir énormément d'interactions entre la phase stationnaire et la phase mobile, et les composés à séparer, et qu'à la fin, on arrive même à séparer des isomères de molécules, c'est-à-dire des molécules qui sont chimiquement presque les mêmes, identiques. Donc, c'est juste la disposition, donc en fait, des fonctions qui n'est pas la même dans la molécule, mais la formule brute de la molécule est la même. C'est ce qu'on appelle des isomères. Alors, donc, dans ce cas, pour atteindre donc, une aussi bonne séparation et une aussi fine séparation, il faut souvent de grandes quantités de phases stationnaires. Alors, si vous les mettez dans des colonnes normales, je vais dire, donc il vous faut donc des hauteurs de colonnes énormes, c'est-à-dire il vous faudra des colonnes qui mesurent 3 mètres, 4 mètres de hauteur.
Alors, ça se faisait un peu comme ça au début, c'est-à-dire au début, donc avant l'invention donc de la chromatographie haute pression ou haute performance, en fait, dans les laboratoires, vous allez trouver des colonnes qui ont des hauteurs de 2 mètres ou d'1,5 mètre. Il faut monter sur des échelles pour déposer sur ces colonnes, donc parce qu'il faut séparer des molécules très, très, très proches chimiquement. Alors maintenant, donc en fait, ce qu'il faut imaginer, il faut imaginer juste toute cette phase stationnaire qui était dans une colonne qui mesure 2 mètres, qu'il faudra appuyer dessus avec des pressions énormes pour que ça tienne dans une colonne de 25 cm ou de 20 cm de hauteur. Si vous compactez tout ça pour que ça tienne sur 20 cm de hauteur, c'est que vous allez avoir une phase stationnaire qui est sous forme de, qui rappelle du béton. Donc très compact. Et si vous essayez de verser donc, de la phase mobile dessus, donc en fait la phase mobile ne pénétrera plus dans cette phase stationnaire. Donc si vous voulez que ça pénètre, donc il faudra également mettre de très très haute pression. Alors une colonne qui contienne beaucoup de phases stationnaires compactées et une phase mobile que vous introduisez avec de la pression, et vous avez ce qu'on appelle une chromatographie haute pression ou une chromatographie haute performance. C'est aussi simple que ça. Alors, vous avez compris l'utilité. L'utilité, c'est que ça permet de séparer des molécules très, très, très proches chimiquement. Ça permet de faire des séparations très fines. Alors, le reste, c'est la même chose que je viens d'expliquer. Donc, vous aurez un injecteur, c'est-à-dire quelque part où vous allez injecter le mélange que vous voulez séparer dans la colonne, et vous aurez des détecteurs, sauf que dans ce cas-là, la phase mobile est un liquide. C'est-à-dire, quand je dis c'est un liquide, ça peut être un solvant pur, oui, ça peut être, et c'est le cas général, ça peut être un mélange de solvants. Et que la séparation peut se faire en isocratique ou en programmation. Isocratique, ça veut dire que vous avez la même phase mobile du début jusqu'à la fin de la séparation. Quand je dis la même phase mobile, c'est-à-dire soit le même solvant, soit le même mélange de solvants, c'est-à-dire vous avez mis 30% d'eau ou 20% d'éthanol, etc. Donc le même mélange, c'est la même composition de la phase mobile du début de la séparation jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle l'isocratique. Ou bien en programmation, c'est-à-dire vous allez même changer de composition de phase mobile au cours de l'analyse, c'est-à-dire pendant les 10 premières minutes, vous allez travailler avec une phase mobile et après, donc, 10 minutes, vous allez travailler avec une autre phase mobile qui est complètement différente ou qui est modifiée, donc une phase mobile modifiée par rapport à la première. Donc, isocratique ou en programmation, mais dans tous les cas, donc c'est à des températures basses. Mais dans tous les cas, la phase mobile, c'est un liquide, c'est-à-dire un solvant ou un mélange de solvants. Et dans tous les cas, donc, en fait, tout ça se fait sous haute pression, c'est-à-dire c'est avec des pressions élevées qu'on va introduire la phase mobile dans la phase stationnaire. Le reste, alors maintenant le reste, tout ce qui concerne l'injection, il y aura un injecteur, bien sûr, donc il ne sera pas mis à des températures élevées comme on vient de voir en CPG, parce qu'il n'est pas question ici que les molécules soient volatiles. Donc, on veut quand même les garder sous forme liquide, on ne veut pas les volatiliser, donc inutile donc d'élever la température de l'injecteur. Mais vous aurez un injecteur. Et on parle ici de boucle d'injection, donc pour trop de détails techniques, donc ce n'est pas la peine de rentrer dedans. Mais sachez que vous avez un injecteur et également vous avez un détecteur. Alors ici, donc, les détecteurs, donc, puisque la phase mobile, donc, c'est un liquide, c'est un solvant, c'est un mélange de solvants. Alors maintenant, c'est quelque chose que vous pouvez, par exemple, faire passer dans un spectrophotomètre pour mesurer la densité optique et ça va être un détecteur. C'est quelque chose que vous pouvez introduire dans un réfractomètre et mesurer l'indice de réfraction. Et si l'indice de réfraction change, c'est que vous avez des molécules dans votre phase mobile, c'est-à-dire vous avez quelque chose qui sort de votre colonne. Et on se débrouillera de la même manière pour que tout ça se transforme en un signal électrique pour avoir, donc, comme je viens de vous l'expliquer, pour avoir des pics chromatographiques. Et une fois que vous avez les pics chromatographiques, le reste est identique, c'est-à-dire une quantification partielle
ou une quantification absolue et une identification par des standards ou une identification par des méthodes physico-chimiques. Donc, c'est quelque chose qui est identique et qui est commun à toutes les techniques chromatographiques, comme je viens de vous expliquer. Alors, bien, peut-être juste ici aussi, donc, une petite précision donc, à noter. Dans les phases stationnaires, en chromatographie haute performance, en chromatographie, on l'appelle chromatographie liquide haute performance. Donc, en fait, ils peuvent être de deux natures. Donc, vous allez entendre parler, donc, en fait, d'une phase normale ou d'une phase inverse, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça signifie une phase stationnaire normale? Qu'est-ce que ça signifie une phase stationnaire inverse? Une phase stationnaire normale, donc, c'est une phase qui est polaire, tout simplement. Normale, c'est polaire. Et inverse, c'est-à-dire qu'elle est apolaire. Point. Parce qu'en fait, normal, c'est ce qu'on a commencé à faire au tout début. C'est pourquoi on l'appelle normal. Alors, c'est souvent de la silice ou de l'alumine polaire, qui a des groupements polaires. Alors après, donc, les technologies donc, se sont développées et on a su, et on est arrivé donc à greffer des molécules apolaires sur la silice. Et quand cette silice greffée est utilisée comme phase stationnaire, on l'appelle inverse tout simplement. C'est-à-dire il est plus polaire, il est devenu apolaire, donc il est inverse. Donc deux phases stationnaires normales, c'est que la phase stationnaire elle est polaire. Inverse, c'est qu'on a greffé dessus donc des molécules apolaires, donc généralement des hydrocarbures. Alors c'est ce que vous avez dans les autres. Ici, donc, en fait, les détecteurs, c'est comme je viens de dire, donc ça peut être des spectrophotomètres ou des spectrofluoromètres ou des réfractomètres pour mesurer l'indice de réfraction. Alors, je vais finir par ce qu'on appelle les chromatographies de surface ou sur couche mince. Alors, ça aussi, donc peut-être vous l'avez déjà vu, donc vous savez ce que c'est. Donc, c'est quelque chose qui va ressembler à une feuille. Alors, cette feuille, ça peut être une feuille d'aluminium, ou une feuille juste de plastique, ou une feuille de verre sur laquelle vous avez étalé, sur laquelle est étalée une phase stationnaire. Ça peut être aussi juste du papier. Et donc, tout ce genre de chromatographie où vous avez une phase stationnaire sur une surface plane, on les appelle des chromatographies de surface ou des chromatographies sur couche mince. Alors ici, donc c'est ce que vous avez dans cette figure-là. Donc vous avez donc une feuille, donc ça peut être, comme j'ai dit, donc du verre, de l'aluminium, du plastique, peu importe, ou juste une feuille de papier. Sur cette feuille, vous avez donc une phase stationnaire, c'est-à-dire des molécules qui ont été étalées donc sur cette feuille et qui vont servir de phase stationnaire. Et puis vous allez déposer votre mélange directement sur la feuille, donc à un certain niveau, au niveau de la feuille, sur une ligne que vous auriez tracée préalablement sur votre feuille. Vous allez introduire donc votre feuille donc, dans une cuve chromatographique, ce qu'on appelle une cuve chromatographique, c'est-à-dire dans cette cuve-là, donc c'est ce que vous voyez ici en bleu, c'est un solvant ou un mélange de solvants qui vont servir comme phase mobile. Alors ce liquide-là, il va imprégner votre feuille, il va monter, c'est-à-dire il va mouiller, donc votre feuille va devenir de plus en plus mouillée, donc il va monter dans votre feuille par capillarité de plus en plus, et en montant, il va entraîner le mélange de substances que vous avez déposées sur cette ligne-là. Donc, et on monte en plus en progressant sur votre feuille, sur votre couche mince, donc vous aurez une séparation, vous aurez des molécules qui se séparent. Vous aurez des choses qui vont se séparer. Alors ici, vous avez des pigments, vous avez des choses qui sont colorées, vous les voyez, mais de la même manière donc, que j'ai expliqué auparavant, donc la majorité des molécules ne sont pas colorées, donc ce n'est pas des pigments. Donc si vous séparez des sucres, des acides aminés, des acides nucléiques, des protéines, ce que vous voulez, donc vous n'allez pas pouvoir les voir, les visualiser parce qu'ils n'ont aucune couleur, donc ils n'interagissent pas obligatoirement donc, avec les rayonnements donc, en fait, de la lumière visible. Donc, vous n'allez rien voir. Et après, donc, si vous n'avez rien voir, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien séparé, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des molécules un peu partout sur votre plaque chromatographique.
Mais juste que vous ne les voyez pas, donc il faudra se débrouiller pour que ça devienne visible. C'est ce qu'on appelle la révélation. L'étape de révélation, en fait, c'est rendre visibles donc, des molécules qui étaient incolores au début, donc les rendre visibles, donc c'est les colorer tout simplement. Alors les colorer comment? Donc soit pas en mettant dessus un réactif et que les substances que vous avez séparées vont réagir avec ces réactifs et le produit de la réaction va devenir quelque chose de coloré. Donc, soit en mettant donc, votre plaque donc, dans un milieu qui permettra donc, en fait, d'oxyder les molécules s'il s'agit de molécules oxydables organiques, et en fixant l'oxygène et en les oxydant, donc en fait, ils vont en développer, ils vont devenir colorés. Donc, c'est généralement ça, c'est fait par des acides. Tout simplement, si vous mettez donc votre plaque chromatographique, ou si vous la pulvérisez avec un acide, donc vous allez voir des taches, c'est-à-dire donc là où donc en fait vos molécules ont été oxydées. Alors, ou bien donc vous allez mettre donc dessus, donc s'il s'agit de molécules organiques là aussi, donc vous pouvez mettre des vapeurs d'iode. L'iode va se fixer donc sur les doubles liaisons des molécules organiques. Donc, et ça va le rendre visible. Alors, dans ce cas-là, donc, en fait, soit vous mettez des réactifs, donc, soit vous carbonisez donc, par des acides, donc, soit vous mettez donc, de l'iode donc, qui vous permettra donc, une visualisation donc, des différentes tâches. Je suppose que ça, vous l'avez vu donc, déjà dans vos TP. Oui ou non? Oui, monsieur. Vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu dans votre TP, oui ou non? Non, monsieur. Alors, donc, en fait, au moins dans un TP de biochimie, donc, donc, vous aurez l'occasion de voir ça. Donc, en fait, vous mettez, donc, en fait, la séparation ne vous permet pas, donc, en fait, de voir les molécules que vous avez séparées. Donc, il faut absolument donc, passer à la révélation. Alors, la révélation peut se faire de différentes manières. Donc, soit mettre un réactif spécifique, c'est-à-dire une substance qui va réagir avec des molécules spécifiquement dans votre mélange et le produit de la réaction, donc, c'est quelque chose de coloré. Donc, par exemple, si vous séparez des acides aminés, vous pouvez mettre de l'anénidrine, donc l'anénidrine donc réagir avec les acides aminés, donc, et le produit donc de cette réaction on devient visible. Alors maintenant, ou bien vous pouvez mettre donc en fait un révélateur universel, donc c'est-à-dire donc soit une carbonisation avec des acides, donc soit vous mettez donc des vapeurs d'iode dessus donc sur la plaque, donc vous introduisez la plaque dans une cuve, une autre cuve, mais où il n'y a pas votre vase mobile bien sûr, donc où il y aura en fait de l'iode sous forme de pastille, donc qui va dégager des vapeurs d'iode, et l'iode se fixera donc là où il y a de la matière organique, là où il y a des substances organiques, et vous pouvez les voir après. Donc ça c'est l'étape de révélation. Alors maintenant l'étape d'identification, c'est la même chose donc que ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire il faudra disposer de molécules pures et que vous allez séparer dans les mêmes conditions, et vous allez comparer ici pas le temps de rétention, mais vous allez comparer en fait ce qu'on appelle le RF de la substance, c'est-à-dire la distance parcourue par la substance par rapport à la distance parcourue par le solvant. Ici, c'est ce que vous avez là. Donc, en fait, cette substance, il a parcouru cette distance-là, depuis la ligne jusqu'ici. C'est ce que vous avez ici, comme distance. Et puis, donc, la distance qui est parcourue par le solvant, par votre phase mobile, donc, il a parcouru donc, depuis le dépôt, donc, depuis la ligne de dépôt donc, jusqu'à la ligne qu'on appelle le front de solvant. Et vous avez donc cette distance-là. Alors, le rapport de ces distances-là, c'est ce qu'on appelle le RF. Le RF, donc vous comparez le RF des substances que vous avez séparées dans votre mélange avec des RF de substances standards, c'est-à-dire pures, pour pouvoir dire que c'est ça ou c'est pas ça. Alors maintenant, donc si vous n'y arrivez pas, donc si c'est des substances nouvelles, donc bien sûr, donc il faudra passer comme tout à l'heure, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à des méthodes physico-chimiques d'identification donc des substances. Bien. Alors, on a parlé de la révélation, de l'identification, et puis on a parlé du RF, donc c'est le rapport des deux distances. Et voilà, donc je m'arrête là. Et
on finira les techniques chromatographiques la prochaine fois en vous parlant des grandeurs fondamentales. Bien, alors donc cette séance est finie.